On se demande souvent qui tire vraiment les ficelles dans le monde. C'est une question qui fascine et qui peut même un peu angoisser. Mais la réponse est peut-être bien plus étrange et plus complexe qu'on le pense. Alors, qui est vraiment aux commandes? On a souvent en tête l'image d'un groupe secret, une sorte de comité restreint qui déciderait de tout. C'est simple, c'est clair, mais c'est peut-être un peu trop simple. Et si, en fait, le vrai pouvoir n'appartenait à personne? Et s'il appartenait plutôt à un système global, une sorte d'entité qui aurait sa propre logique, son propre esprit? Pour commencer à y voir plus clair, il faut faire une première distinction, qui est absolument essentielle. Et il ne s'agit pas de dire que personne n'agit ou ne planifie, mais de faire la différence entre un grand complot unifié et des actions stratégiques bien réelles. On a donc deux manières de voir les choses. D'un côté, l'idée d'un plan unique, totalement coordonné, mené dans l'ombre. De l'autre, ce qu'on observe en réalité. Une multitude d'acteurs puissants, des États, des multinationales, des fonds d'investissement, qui ont leurs propres intérêts, parfois même contradictoires, et qui utilisent des outils comme la prospective et l'influence pour avancer. Le pouvoir réel est rarement un bloc uni. Et ces stratégies, elles ne sortent pas de nulle part. Elles s'appuient sur des outils très concrets, qui n'ont rien de secret d'ailleurs. La gestion de l'information, la communication d'influence, l'analyse des comportements, tout ça, c'est le travail quotidien de think tanks, de cabinets de conseil, qui sont devenus des rouages essentiels du fonctionnement de nos États et de nos grandes entreprises. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Au-delà des stratégies de chaque acteur, il y a une idée encore plus forte, celle que le marché mondial dans son ensemble développerait sa propre forme d'intelligence. Pas une conscience, attention, mais une logique interne, quasi autonome. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émergente. Pour faire simple, c'est quand un système complexe se met à avoir des propriétés que ses composants individuels n'ont pas. Pensez à une fourmilière. Aucune fourmi n'a le plan de la colonie en tête, mais de leurs interactions simples émerge une structure hyper organisée. Eh bien, le marché, c'est un peu pareil. De millions de décisions individuelles émerge une logique globale qui sélectionne et favorise certains comportements, la rentabilité, l'expansion, sans aucune volonté centrale ou morale. Et cette intelligence a tendance à se renforcer elle-même, dans une sorte de boucle. Prenons un exemple tout bête, la nourriture. Moins on a de potagers ou de fermes locales, plus on devient dépendant des supermarchés. Plus on est dépendant, plus le marché de la grande distribution devient puissant et indispensable. Et plus il est puissant, plus il va structurer nos vies et réduire encore notre autonomie. C'est la structure elle-même qui crée la dynamique, pas besoin d'un plan secret. D'accord, mais alors, si le système a sa propre logique, que font les élites, les grands dirigeants, les financiers? Quelle est leur place dans cette histoire? Sont-ils les marionnettistes ou simplement les meilleurs joueurs d'un jeu qui les dépasse? Et voilà l'idée centrale. Les élites ne sont pas les architectes de cette intelligence systémique. En revanche, ce sont celles et ceux qui en comprennent le mieux les règles, les courants, les failles. Ils ne créent pas le jeu, mais ils y sont devenus des experts et savent utiliser ces règles pour gagner. Et ça mène à un phénomène vraiment intéressant, la convergence structurelle. Même sans se passer un coup de fil, tous les acteurs dominants ont intérêt à ce que le système global continue de fonctionner, car c'est lui qui garantit leur position. Ils vont donc chacun de leur côté agir pour préserver ce cadre. Le système devient comme un immense champ de gravité qui aligne toutes les actions dans la même direction, son propre maintien. Tout ça semble incroyablement efficace. Sauf qu'il y a un problème. Une faille fatale même, au cœur de cette intelligence. C'est une intelligence aveugle. En cherchant à s'étendre à l'infini, elle finit par détruire les bases mêmes sur lesquelles elle repose. Cette phrase résume tout. Le système est un expert pour optimiser les flux, pour allouer des ressources, mais il lui manque un curseur pour l'équilibre, pour la mesure. Il n'a aucun mécanisme interne pour prendre en compte les limites de la planète, les limites du social. Sa seule logique, c'est plus. On se retrouve face à un paradoxe. D'un côté, le système crée un niveau d'ordre et d'organisation incroyable à grande échelle. C'est la négantropie. On a une coordination mondiale, une circulation de l'information sans précédent. Mais de l'autre côté, pour construire cet ordre, il crée énormément de désordre à la base. C'est l'entropie. Il épuise les écosystèmes, détruit l'autonomie locale, les savoir-faire qui ne sont pas rentables. Il se nourrit de ses propres fondations. La conclusion de tout ça, elle est assez brutale. Un système qui n'a pas de capteur pour mesurer les dégâts qu'il cause ne peut pas s'ajuster en douceur. Du coup, sa seule façon d'apprendre, c'est de se prendre un mur. La correction ne vient pas de la planification ou de la sagesse, elle vient du choc, de la crise, de la catastrophe. Mais alors, à quoi sert la conscience humaine dans tout ça? Si elle ne pilote pas la machine, est-ce qu'on est juste des témoins passifs, un peu comme la boîte noire d'un avion qui enregistre le crash sans pouvoir rien y faire? C'est un peu plus subtil que ça. La conscience agirait non pas en temps réel, mais en différé. On pourrait parler de mémoire négantropique différée.
En gros, elle n'empêche pas le choc, mais une fois qu'il a eu lieu, elle l'enregistre, elle lui donne un sens et elle le transforme en une mémoire collective. C'est un peu comme un système immunitaire, il n'empêche pas la première infection, mais il garde le souvenir de l'agresseur pour mieux réagir la fois d'après. L'exemple le plus parlant, c'est peut-être la Seconde Guerre mondiale. Le choc a été un traumatisme absolu pour l'humanité. Mais après, il y a eu l'interprétation, les procès de Nuremberg, la notion de crime contre l'humanité. Et ça a créé une mémoire, un codon mnémonique qui a donné naissance à des institutions comme l'ONU, au droit international. La catastrophe a laissé une trace durable qui a, au moins en partie, changé les règles du jeu. On pourrait donc résumer tout ça avec une image assez forte. Le système n'apprend pas par la raison, il apprend par les cicatrices. La conscience humaine ne prévient pas la blessure, mais c'est elle qui transforme la cicatrice en leçon, en une mémoire qu'on peut transmettre. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question vertigineuse. Si on accumule les cicatrices de nos crises passées, si notre mémoire collective s'enrichit à chaque fois, est-ce que ça signifie que l'humanité devient plus sage? Ou est-ce qu'on devient simplement plus sophistiqué, plus technique dans notre façon de préparer et de gérer la prochaine catastrophe?